Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je vous rappelle que cette téléconférence est enregistrée. À ce stade, les participants sont en mode écoute. Pour ceux d'entre vous qui êtes au téléphone et qui avez besoin de l'aide d'un téléphoniste pendant l'appel, veuillez appuyer sur étoile 0. Les participants sur l'Internet qui ont besoin de soutien doivent se servir de la boîte de dialogue affichée à l'écran. Je cède à présent la parole à votre animatrice, Mme Jennifer Zelmer, présidente et chef de la direction de la FCSS. Jennifer Zelmer, merci et bienvenue à tous. Bienvenue à ce webinaire d'information sur les défis d'innovation, défis priorités et défis momentum. Je suis ravie de vous voir si nombreux à ce webinaire et je vous invite à vous présenter grâce à la boîte de dialogue. Un petit rappel, le webinaire d'aujourd'hui est enregistré de sorte que l'on puisse le partager avec d'autres personnes après coup. Je souhaite commencer ce webinaire en reconnaissant que nous ici, à la FCSS, nous réunissons sur un territoire habité par des peuples autochtones depuis le début. Nous diffusons ce webinaire à partir d'Ottawa, qui est le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine. Nous reconnaissons et apprécions beaucoup leur lien historique avec cet endroit et la possibilité de s'y réunir aujourd'hui. Nous souhaitons également reconnaître que les participants d'aujourd'hui se joignent de partout au pays, territoire traditionnel d'un grand nombre de peuples autochtones. Et nous vous encourageons non seulement à vous présenter dans la boîte de dialogue, mais également à vous servir de cette occasion pour rendre hommage aux territoires traditionnels sur lesquels vous vous réunissez. Je suis Jennifer Zelmer, animatrice d'aujourd'hui et présidente, chef de la direction de la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Nous sommes ravis d'avoir des participants inscrits d'un océan à l'autre du Canada. Tandis que nous commençons, j'ai quelques remarques à faire. Je vais d'abord commencer par présenter dans quelques instants nos conférenciers. Pour ceux d'entre vous qui vous joindraient un peu en retard, présentez-vous dans la boîte de dialogue. Nous sommes heureux d'offrir l'interprétation simultanée et un dialogue par la boîte de dialogue entièrement bilingue. Si vous participez en anglais, que vous préférez voir l'exposé en français, dites-le nous dans la boîte de dialogue et nos productrices vous feront suivre l'exposé. Si vous entendez le webinaire en français, vous êtes branché sur le téléphone et autrement, vous pouvez le signaler dans la boîte de dialogue pour que les productrices vous aident. Alors, quelques mots sur la Fondation. Nous sommes un organisme sans but lucratif financé par le gouvernement fédéral qui vise à diffuser les améliorations afin de toucher le plus grand nombre de personnes au Canada possible. Nous avons récemment mis à jour notre stratégie pour y parvenir et nous avons 4 moyens par lesquels nous souhaitons arriver à ces objectifs. D'abord, façonner l'avenir des services de santé. Donc, examiner les politiques, les obstacles et les facteurs favorables qui permettent de faciliter les améliorations en santé. Ensuite, nos lignes d'action, on veut être moteur de l'adoption rapide des innovations éprouvées. Donc, comment veiller à ce que les innovations qui sont retrouvées à un endroit ou l'autre du pays ou ailleurs, dans le monde entier, puissent bénéficier au plus grand nombre de personnes possible. Évidemment, nos équipes qui font partie de ce webinaire participent à des projets collaboratifs d'amélioration de la qualité et font partie de parcours et nous espérons que vous serez des nôtres également. Nous nous concentrons aussi sur l'amélioration des systèmes, de sorte qu'ils soient davantage axés sur l'amélioration. Cela se fait entre autres par l'entremise du programme Force de formation pour cadres exerçant en santé. Et enfin, il s'agit de faire la promotion des personnes innovantes et de leurs innovations. Donc, identifier ces éclairs de génie, des gens qui travaillent à des problèmes épineux, établir des liens entre eux et relever le profil de leurs travaux. Et nous espérons aussi que ce défi nous aidera en ce sens. Si vous cherchez à avoir davantage d'informations sur ces possibilités, notre site web est une ressource importante et nous vous encourageons à la consulter. Alors, pour ceux d'entre vous qui vous joignez au webinaire, je suis Jennifer Zelmer. Et dans le cadre de ce webinaire, nous espérons faire quelque chose. D'abord, nous allons présenter le tout nouveau défi de l'innovation, piloté par la FCSS et un grand nombre d'organismes de soutien pan-canadiens.
Deuxième, d'apprendre davantage de renseignements sur les priorités partagées, l'amélioration aux soins à domicile, soins communautaires et soins de santé mentale et de traitement des toxicomanies. Et nous allons vous présenter certains de nos partenaires et leurs perspectives par rapport à ces défis. Ensuite, il s'agit d'outiller les équipes intéressées avec l'information dont elles ont besoin pour s'inscrire à l'un ou l'autre de ces défis. Et enfin, de répondre à vos questions pendant une période de questions et de réponses. Et n'hésitez pas, posez les questions, inscrivez-les dans la boîte de dialogue au fur et à mesure. Et nous avons également prévu une période à la fin du webinaire pour y répondre. Alors pourquoi sommes-nous ici? Eh bien, non, je suis d'abord censée présenter nos conférenciers, pardon. Alors, je suis ravie d'être accompagnée d'un groupe extraordinaire de gens qui proviennent de toutes sortes d'organismes et d'endroits divers de partout au pays. Angela Morin, notre patiente partenaire ici à la FCSS. Kathleen Morris est vice-présidente recherche et analyse à l'Institut canadien d'information sur la santé. À côté de moi, Michel Rodrigue, vice-président rendement organisationnel et affaires publiques à la Commission de la santé mentale du Canada. Également ravi d'accueillir Glenn Brimacombe, vice-président partenariat et priorité stratégique Centre canadien sur les dépendances et l'usage des substances, ainsi que Nadine Henningsen, présidente directrice générale de l'Association canadienne des soins et services à domicile. Chacun de nos invités a une perspective très importante à contribuer aux défis d'aujourd'hui et nous sommes ravis de pouvoir les entendre aujourd'hui. Alors, pourquoi l'innovation ouverte? Eh bien, c'est intéressant. Innovation est souvent perçue comme une idée de génie, mais bon, c'est vrai, il faut avoir des idées brillantes. Or, il s'agit également de partager ces idées, de les transformer en changements qui font une différence dans le quotidien des gens, de leur famille et des prestataires, ainsi que pour le système de santé dans son ensemble. Donc, fondamentalement, il s'agit du travail acharné de mise à l'essai de ces idées, du partage de résultats et de rendre les améliorations éprouvées disponibles au plus grand nombre. Les défis d'innovation soutiennent des équipes par rapport à des objectifs précis d'amélioration, mais contrairement à certains modèles de financement traditionnels qui définissent comment arriver aux résultats escomptés, on compte sur vous, les équipes d'innovation qui proposeront leurs propres solutions créatives en vue d'atteindre un objectif commun, de sorte que l'on puisse apprendre collectivement de votre expérience. Alors, les deux défis d'innovation que nous venons de lancer s'appuient sur un long historique d'innovation. Cela remonte à la course à l'espace. Enfin, nous cherchons une approche qui s'inscrit dans la tradition pour donner un axe à l'amélioration des services de santé au Canada. Alors, j'entre dans les détails de chacun des défis puisque je sens que vous vous impatientez. Alors, le premier défi est ouvert à ceux qui veulent améliorer l'accès aux services de soins de santé et de toxicomanie, ainsi qu'aux soins à domicile et communautaires. Il est conçu pour diffuser les innovations prometteuses. Il vise à se centrer sur les priorités qui ont le plus d'importance sur les familles. Donc, c'est pourquoi nous insistons pour que toutes les équipes aient un patient partenaire. Ensuite, il s'agit d'un défi momentum et celui-ci est offert sur invitation seulement. Il s'agit de prolonger les améliorations et se concentrer davantage sur la pérennité, la diffusion et la mise à l'échelle. Nous allons tous travailler avec une communauté de personnes innovantes pour élargir l'impact des innovations éprouvées. Donc, il s'agit d'élargir la portée de nos travaux. Étant donné que nous nous concentrons sur les patients, leurs familles et leur participation active dans ce processus, nous sommes ravis que la patiente partenaire de la FCSS, Angela Morin, partage ses réflexions sur l'importance de ce travail pour les patients et leurs familles dans quelques instants. Avant de céder la parole à Angela Morin, je souhaitais vous donner quelques réflexions par rapport au défi. Alors, qu'est-ce que vous pouvez en tirer? Eh bien, nous espérons
que vous serez des nôtres pour toute une série de raisons. D'abord, parce que nous espérons que nous pourrons vous donner un soutien afin que vous puissiez toucher plus de patients et qu'on puisse faire avancer les indicateurs de santé qui sont importants pour nous tous. On a conçu ce programme de manière souple, de sorte que vous puissiez choisir le niveau de participation de vos patients et votre participation aux activités d'apprentissage et d'échange. Par ailleurs, il y a des fonds disponibles pour les équipes qui apportent le plus d'amélioration aux soins et touchent un plus grand nombre de personnes tout en atteignant d'autres objectifs. Nous allons donner aux équipes des outils de soutien et nous allons faire appel à des partenaires qui ont déjà développé des outils qui pourraient être utiles pour les équipes de ce projet collaboratif. On peut parler de webinaires comme aujourd'hui, mais d'autres moyens d'apprendre les uns des autres. Nous nous concentrerons également sur le partage des expériences et nous tâcherons d'aider les équipes à partager les leçons qu'elles ont apprises avec d'autres personnes et d'établir des liens avec toute une communauté de pairs partout au pays. On s'attend à plus d'une centaine d'équipes et nous sommes appuyés par toute une série d'organismes de soutien. Alors, nous espérons que vous vous prévaudrez de ce collectif d'expériences, que vous apprendrez de l'expérience des autres et que vous travaillerez dans le sens de notre philosophie, c'est-à-dire que tout le monde a la possibilité d'enseigner et d'apprendre. Alors, à présent, vous avez la possibilité de vous inscrire au défi. Et comme vous verrez dans un petit instant, je vais partager un calendrier pour les défis, mais les premières bourses seront versées à la mi-mai. Et donc, c'est la possibilité d'identifier votre équipe ainsi que votre patient partenaire, confirmer ce sur quoi vous vous concentrez et partager avec nous vos idées pour ce défi. Alors, sur ce, je souhaite vous présenter nos organismes d'appui. Alors, les organismes d'appui sont essentiels à ce défi. Nous avons toute une équipe d'organisations qui investissent leur cœur, leur esprit et leurs idées afin de nous aider à faire une différence collective. Alors, vous verrez ici que nous avons un grand nombre d'organismes pan-canadiens qui participent déjà au projet, mais nous discutons avec d'autres organismes qui voudront peut-être se joindre à nous ultérieurement. Alors, à l'écran, vous en avez quelques-uns, ceux qui ont accepté de faire partie de ce projet. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous entendrons des représentants de certains de ces organismes qui partageront leurs réflexions initiales. Alors, au centre de ce défi et du travail de l'amélioration, pour être efficace et pour faire une véritable différence, il faut encourager la participation active de patients et de proches. C'est pourquoi nous souhaitions commencer la journée d'aujourd'hui en cédant la parole à Angela Morin, notre patiente partenaire, qui partagera ses réflexions, à savoir pourquoi ceci est important pour les patients et leurs familles. Angela, la parole est à vous. Angela Morin. Merci beaucoup, Jennifer. C'est vraiment ballant d'être ici et d'entendre parler de ces défis d'innovation. D'ailleurs, je souhaite signaler que je suis, moi, à Wolfe Island, en Ontario, dans la région de Kingston, territoire traditionnel des Hurons-Wendat et Iroquois, et je suis très heureuse de faire partie de ce projet. Comme vous le constatez sans doute, les patients, les proches et les aidants naturels, les proches aidants, font partie du plan stratégique de la FCSS. Nous savons qu'en travaillant avec des gens qui ont une expérience vécue, on obtient de meilleures réflexions, de meilleurs résultats que lorsque les prestataires et dirigeants travaillent en vase clos. La FCSS se fait champion de la participation des personnes qui ont une expérience vécue afin de renforcer la capacité de concevoir des améliorations de santé et partager des innovations dans tout le continuum des soins de santé du Canada. Je suis donc vraiment emballée d'insister sur le fait que les défis innovation, priorité santé et défis momentum sont centrés sur la participation du patient partenaire et elles exigent qu'un patient ou un proche aidant qui a une expérience vécue du système de soins de santé fasse partie de l'équipe. Comme un grand nombre d'entre vous,
ces priorités partagées, ces domaines de priorité partagés, surtout pour la santé mentale et les services de toxicomanie, ainsi que les soins à domicile et les soins communautaires, ont touché ma vie et la vie de mes amis, ma famille, par divers moyens. J'ai senti l'angoisse et la crainte d'être chez soi avec un patient qui a récemment obtenu son congé, d'arriver chez soi sans soutien, sans fourniture, cette inquiétude qu'on fasse quelque chose de travers, la détresse de l'attente jour après jour, d'entendre parler des soins à domicile, la frustration de devoir appeler le 4e jour, un dimanche dans mon cas, pour demander quand les soins à domicile viendraient ou s'il fallait aller au service d'urgence. Et ensuite, l'étonnement que l'on ressent quand on apprend après 4 jours qu'il n'y a pas d'aiguillage, qu'il n'y a pas d'infirmière disponible et devoir ensuite se rendre au service d'urgence avec le patient. Je me demande comment s'agit-il de soins à domicile. J'ai eu la même question lorsque mon amie est arrivée chez elle à domicile après que son fils eut obtenu son congé des soins de courte durée. Elle est arrivée et sur son perron se trouvait une boîte avec des fournitures et une note « Appelez-nous si vous avez besoin d'aide pour les injections intraveineuses ». Nous parlons ici de patients et de proches aidants qui consacrent énormément d'énergie à la navigation du système. Souvent, les gens d'ailleurs ne trouvent pas l'aide dont ils ont besoin. Cela dit, je pense aux soins à domicile qu'a resservi ma mère, qu'a reçu mon amie Bonnie, et l'expérience positive qu'elles ont vécue, du fait qu'on a pu être partenaire de leurs soins, qu'on a fait partie de la même équipe et qu'on se sentait entendu, respecté. Je pense aussi à tous les travailleurs dévoués du système de santé qui essaient d'améliorer des choses, mais qui ont besoin d'aide pour multiplier leurs bonnes idées, leurs bons coups. J'espère qu'avec ces défis qui se concentrent sur l'identification et le développement d'innovations prometteuses, que les équipes partageront et apprendront des récits, des expériences des personnes qui seront touchées par les changements. Que les équipes inscriront leur travail d'amélioration d'accès, entre autres, aux services communautaires à domicile de soins de santé et toxicomanie. Pourquoi c'est important pour le patient et sa famille? Il faut demander aux patients et à leur famille. J'espère que des patients partenaires travailleront avec les équipes pour faire avancer les indicateurs qui sont vraiment si importants pour les patients, comme l'amélioration des délais d'attente pour les services communautaires de santé mentale, les aiguillages et les auto-aiguillages, ou l'identification précoce et l'intervention précoce chez les jeunes, ou alors les soins à domicile qui aident vraiment les gens à rester chez eux et corriger ce qui devient un problème croissant pour les proches aidants, c'est-à-dire la détresse. Pour les patients et leurs familles, l'expérience de santé ne se produit pas isolément. Elle est vécue à l'hôpital, dans les cliniques, dans la rue et chez soi. Les gens ont besoin d'un système de santé qui réagisse à cette réalité. Il faut un organisme, un système et des prestataires qui travaillent avec eux vers l'objectif commun de l'amélioration de l'expérience de soins du patient. Ces défis signifient aider des innovateurs de sorte que ce changement se concrétise. Ensemble, on a plus d'impact et je suis vraiment emballée de voir ce qu'on pourra faire ensemble. Merci beaucoup de participer à ce webinaire. De retour à vous, Jennifer. Jennifer Zammer, merci Angela et merci d'avoir partagé votre perspective et votre expérience. J'essaie, à la lumière de ce qui est inscrit dans la boîte de dialogue et à partir de ma propre vie, que tandis que vous parliez, vous avez soulevé un certain nombre d'exemples qui ont trouvé écho chez beaucoup de gens de partout au pays. Ce sont des défis qui nous poussent à nous lever le matin pour améliorer les soins pour tous, pour veiller à ce que l'expérience positive que vous avez décrite soit plus fréquente. Merci. Merci d'avoir partagé votre perspective. Nous espérons, Angela, que vous continuerez et que d'ailleurs d'autres patients partenaires se joindront à vous dans ce parcours. J'aimerais prendre quelques instants pour parler de chacune de ces innovations, chacun de ces défis. Alors, première innovation, premier défi, le défi innovation priorité santé, ouvert à toutes les équipes
au pays et qui se concentre sur les résultats. Cela durera 18 mois, d'avril 2019 à octobre 2020. Plus tôt vous inscrivez, plus vous avez la possibilité de concrétiser des changements et de vous qualifier aux diverses bourses qui font partie du défi. Les équipes ont la possibilité de faire un suivi sur un ou plusieurs indicateurs, jusqu'à 12 d'ailleurs, par rapport aux priorités des soins de santé, combien de personnes sont touchées. Il y a des bourses monétaires et non monétaires qui seront partagées avec les équipes selon divers jalons. Alors, la première échéance à la mi-mai, on se concentre sur l'identification de l'équipe, l'inclusion du patient partenaire, c'est sur quoi on se concentre, et la préparation d'une petite vidéo de jusqu'à 3 minutes. Et vous n'obtenez pas de points pour le montage. Ici, l'objectif est tout simplement de décrire votre intention. Que tâcherez-vous de faire au fil de ce défi? Et les juges choisiront les 10 premiers. Et les 10 premières équipes recevront de l'argent pour amorcer leur projet. La participation est souple, c'est-à-dire que les équipes participantes peuvent participer à un défi, pas forcément tous. Vous pouvez toujours vous qualifier pour d'autres défis plus tard. Il y aura des webinaires disponibles ainsi que des explications sur les 12 indicateurs et d'autres possibilités de formation continue. Vous aurez la possibilité d'établir des liens avec une communauté de personnes innovantes partout au pays, ainsi que notre coalition d'organismes de soutien. Alors, nous espérons que vous pourrez y participer. Histoire de vous donner une idée de ce sur quoi on se concentre, voici les indicateurs qui ont été identifiés par les gouvernements du fédéral, les provinces et des territoires. Donc, 6 indicateurs sont concentrés sur les services communautaires en santé mentale et de toxicomanie. Entre autres, il s'agit beaucoup de services de proximité, d'accès à des soins de santé mentale communautaire, mais également hospitaliers. On a eu de la chance, on a pu voir les résultats du sondage. Pour ceux d'entre vous qui étiez branchés un peu à l'avance, vous avez vu que beaucoup d'équipes se concentraient à chacun de ces domaines. Il y a 6 indicateurs relatifs aux services à domicile et soins communautaires, donc des temps d'attente, aux aiguillages, mais également les enjeux très importants comme la capacité des services à domicile de vous rester dans le milieu de votre choix, que ce soit votre domicile ou autre. La capacité d'aider les proches aidants, qu'il s'agisse d'amis, de membres de la famille ou de membres de votre communauté, donc pour rester chez soi plus longtemps et éviter les placements en soins de longue durée lorsque cela n'est pas approprié et aider les gens à mourir chez eux. Je suis très heureuse de constater d'ailleurs que nous avons des équipes qui s'intéressent à chacun de ces domaines déjà dans cet appel. Alors voici un petit aperçu du calendrier pour les 18 prochains mois. Comme je le disais, on a déjà une échéance en mois de mai pour le prix du premier innovateur et ensuite vous allez voir qu'il y a une série de soutiens qui seront disponibles pendant les 18 mois. Nous espérons que vous serez des nôtres pendant toute la durée du programme et que vous partagerez votre expérience chemin faisant. Le deuxième défi, le défi Momentum. Le défi Momentum est ouvert aux équipes qui ont travaillé avec la FCSS récemment ou qui sont toujours membres d'un projet collaboratif. Entre autres, on pense à Inspired pour la MPOC, Médecine connectée, qui se concentre sur les consultations électroniques ou la consultation à distance avec des spécialistes, et l'utilisation appropriée des antipsychotiques qui se concentre sur les soins centrés sur la personne pour les personnes atteintes de démence en soins de longue durée. Chacune de ces équipes a fait des progrès extraordinaires dans tous ces domaines, qu'il s'agisse de traitement des maladies chroniques,
l'établissement d'équipes multidisciplinaires, l'utilisation plus efficace de données. Donc, on espère que ce défi permettra aux équipes de passer une réussite encore à plus long terme en travaillant avec des équipes de la communauté avec laquelle ils travaillent, mais aussi d'un projet collaboratif à l'autre au cours des 12 prochains mois, de sorte qu'on puisse élargir et diffuser leurs résultats. Des indicateurs seront adaptés à leur projet et au nombre de participants. Nous avons de nouveau des bourses monétaires et non monétaires, et ainsi que des webinaires trimestriels qui visent justement les priorités de diffusion et de mise à l'échelle. Ces équipes feront partie de notre communauté d'innovation. Elles auront la possibilité de tirer parti des offres de programmes comme elles le souhaitent. Voici un aperçu rapide du calendrier pour le défi Momentum. Vous voyez que le calendrier est un peu différent parce que c'est 12 mois plutôt que 18 mois, comme dans le cas du défi précédent. Donc, nous aurons des webinaires d'information et des remises de prix au fur et à mesure de ce défi. Et nous espérons que ceci vous aidera à avancer dans vos travaux. Alors, avec cet aperçu très rapide des deux défis, nous avons à présent la possibilité de passer au processus. Alors, vous êtes prêts? Que faut-il faire? Les modalités de candidature sont déjà disponibles sur le site Web. Vous avez la possibilité de vous inscrire en deux petites étapes. D'abord, inscrivez votre équipe et ensuite, envoyez les documents nécessaires et acceptez les modalités. Vous devez, par exemple, identifier votre patient partenaire, identifier le domaine dans lequel vous allez travailler. Si vous travaillez avec le défi Innovation Priorité Santé, et d'ici le 10 mai pour Priorité Santé ou le 23 mai pour Momentum, vous pouvez présenter une vidéo qui décrit votre équipe et votre initiative. Je vous encourage à prendre connaissance des renseignements qui se trouvent sur le site Web pour avoir des renseignements plus étoffés. J'aurais dû signaler aussi que si vous voulez participer au défi Momentum, celui-ci a une date d'inscription. Vous devez être inscrit avant le 23 mai pour être admissible. Alors voilà, pour vous lancer, et je vous invite à consulter le site Web. Nous avons déjà quelques questions dans la boîte de dialogue. Et si vous avez d'autres questions pendant ce webinaire, n'hésitez pas à les saisir. Nous avons également prévu une période à la fin de notre webinaire pour répondre à vos questions. Alors, la première question vient d'Instahil. Il s'agit de diffuser le projet à l'ensemble du pays et comment soutenir les équipes en ce sens. Alors, premièrement, c'est important de signaler que le défi est ouvert à des équipes de partout au Canada et vous pouvez créer des équipes qui soient dans un site ou plus d'un site. Alors, nous savons que vous voudrez peut-être constituer une équipe qui réunit des gens d'ailleurs qui ont la même approche que vous. Vous pourrez donc constituer une équipe élargie. Et les équipes voudront peut-être aussi se servir d'une solution de technologie dans le cadre de leur initiative ou alors elles voudront peut-être se servir d'autres modèles de soins, processus de changement. C'est ce qu'on espère apprendre de votre part. Quelles sont les innovations qui vous intéressent et que voulez-vous apprendre? Les équipes doivent avoir un chef de projet qui sera notre point de contact. Et si vous recevez une bourse, nous devons savoir à qui envoyer le chèque. Vous devez aussi avoir au moins un patient partenaire et vous devez aussi avoir confirmé l'adhésion des hauts dirigeants de votre site pour être sûr que vous ayez le temps nécessaire pour vous inscrire. Il peut s'agir de votre chef de projet, mais il faut veiller à ce que vous ayez le soutien des dirigeants. À part ça, vous pouvez avoir autant de membres de l'équipe que vous le souhaitez, tant que ce sera efficace pour vous, pour faire avancer votre projet. Et je réponds rapidement à une autre question avant d'écouter nos partenaires. Qu'attendez-vous au mois de mai? Eh bien, cela dépend si vous inscrivez au défi Innovation Priorité Santé et défi Momentum.
pour Priorité Santé, vous commencez peut-être à peine, alors que Défi Momentum, dans ce cas-là, votre équipe est constituée et vous avez déjà travaillé un projet collaboratif avec nous depuis quelque temps. Alors, je vous encourage à aller sur le site web et examiner les exigences pour chacun des défis, mais au mois de mai, on ne s'attend pas à avoir beaucoup de données. Au mois de mai, on veut simplement commencer et les données seront cumulées au cours du défi. Si vous avez des questions détaillées après avoir consulté le site web, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Nous serons ravis d'y répondre. Sur ce, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, saisissez-les dans la boîte de dialogue. Mais ces questions, d'ailleurs, seront peut-être déjà l'objet des exposés de nos invités. Je vous présente à présent Kathleen Morris, vice-présidente recherche et analyse Institut canadien d'information sur la santé, ICIS, parce que l'ICIS a un rôle central dans l'établissement des indicateurs. Kathleen, à vous. Kathleen Morris. Merci, Jennifer. En plus de mon rôle à l'ICIS, j'ai également présidé les groupes de travail FPT de l'ICIS qui ont choisi les indicateurs et qui travaillent actuellement à leur développement. Alors, j'ai pensé que ce serait peut-être utile de vous donner un aperçu des moyens par lesquels on est arrivé à ces indicateurs et comment ils seront déployés au cours des prochains mois. Alors, tout cela a commencé il y a environ 1 an et demi, à l'automne 2017, lorsque les ministres de la Santé de partout au pays se sont entendus sur des priorités communes. Il s'agissait d'améliorer l'accès aux services de soins à domicile et en milieu communautaire. Et donc, on voulait que les organismes et provinces travaillent avec les CIS afin que l'on puisse avoir des indicateurs. Donc, vous avez ici quelques mesures pour atteindre ce but et ensuite, vous avez des mesures pour la santé mentale et la toxicomanie. Vous pouvez vous y reporter quand vous le voudrez, mais je vais quand même passer en revue des éléments plus importants au fur et à mesure de mon exposé. Alors, vous avez ici le processus. Bien que nous n'avons eu que 6 mois pour choisir les indicateurs, nous avons pu quand même agir avec beaucoup de rigueur. Alors, si vous regardez la première étape, il s'agissait vraiment de faire une analyse du contexte. On voulait savoir quel était notre point de départ et de quelles mesures et données on disposait. Ça ne vous étonnera pas, il y a beaucoup de variations d'un organisme à l'autre et d'une province à l'autre. Même si les priorités sont parfois les mêmes. Les approches de mesure variaient beaucoup, donc les sources de données étaient différentes, les méthodes étaient différentes, l'accent sur certaines sous-populations n'était pas le même. Alors, l'analyse du contexte nous a permis de comprendre qu'on avait beaucoup de travail à faire. La deuxième étape consistait à faire appel à des gens qui avaient beaucoup de connaissances pour nous aider. Donc, en plus des représentants des gouvernements, on a fait venir des parties prenantes du secteur, des experts des mesures et des gens qui avaient une expérience vécue. Ils nous ont aidés à comprendre que l'accès signifiait des choses bien différentes selon la personne à qui on s'adressait et que c'était important de comprendre les divers points de vue. On a eu plus de 40 personnes dans chacun des secteurs qui ont passé toute une journée ensemble et qui nous ont aidés à passer d'une longue liste. Donc, dans chacun des 2 domaines, on avait presque 300 indicateurs potentiels d'accès. Et ils nous ont aidés à aboutir à une liste plus courte d'une centaine d'indicateurs pour chacun des secteurs. Alors, cela a été très utile. Après la fin de la réunion, qu'on est arrivé à 100 indicateurs, on a demandé à ces mêmes personnes de continuer de participer au processus et de faire une évaluation détaillée de chacun des indicateurs de la liste écourtée de 100 indicateurs. Donc, ils ont eu beaucoup de pain sur la planche, et tandis qu'ils étaient occupés à cela, nous avons fait d'autres consultations publiques et avec des gens qui ont une expérience vécue. Il s'agissait pour nous de comprendre ce que signifie vraiment accès aux services et alors en ce qui les concerne, quelles seraient de bonnes mesures d'accès. Alors, on avait une approche très structurée et analytique, et l'autre était davantage une réunion d'opinion, de points de vue qui nous a
permis d'avoir des valeurs qualitatives et quantitatives très intéressantes. Ensuite, l'étape 4 était le choix des indicateurs. On s'est servi à la fois de l'analyse et de la consultation communautaire pour arriver à un consensus. Ce groupe a d'abord examiné son mandat, le mandat donné par les ministres de la Santé, et s'est concentré sur certains des termes que vous avez vus un peu plus tôt dans mon exposé. Ils ont pensé aux proches aidants, aux soins palliatifs et de fin de vie. En santé mentale, ils étaient conscients du fait qu'il s'agissait aussi de toxicomanie, donc de consommation de substances. Ils ont examiné les possibilités d'intervention précoce, de l'intégration de systèmes pour prévenir les suicides. Et du point de vue de l'accès du public, on savait qu'il serait difficile de mesurer les délais d'attente dans tous les domaines. Les personnes consultées étaient là pour représenter les besoins de leur province ou leur communauté, mais ils étaient émus par la participation des personnes qui avaient une expérience vécue et étaient vivement engagées à examiner des mesures qui toucheraient tous les Canadiens. Et je les en félicite. On leur a demandé, les ministres leur ont demandé d'avoir au moins 6 indicateurs et ils en ont recensé 12. Il s'agissait d'avoir de nouveaux indicateurs, de sorte qu'on ait de meilleurs renseignements sur l'accès à ces deux secteurs très importants, des soins à domicile communautaire et des soins de santé mentale et de toxicomanie. Donc, avec tout cela derrière nous et les 12 indicateurs retenus, on est passé à plusieurs étapes d'approbation officielle, donc d'abord à la conférence des sous-ministres et de là à la conférence des ministres de juillet 2018. Où le tout a été approuvé. Nous en sommes maintenant à l'étape 6, qui représente énormément de travail sur le plan de l'élaboration de ces indicateurs. Et c'est quelque chose qui se produira par étapes. Et ici, vous avez la séquence des indicateurs. Je pense qu'il est important de noter que chacun des indicateurs a son propre processus. Il y a beaucoup d'experts indépendants qui y participent. Or, le groupe de travail FPT continue de jouer un rôle de coordination important. Et cela comprend aussi Statistique Canada pour au moins un des indicateurs et les 3 organismes qui me suivent, donc la Commission de la santé mentale du Canada, le Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances et l'Association canadienne des soins et services à domicile. Alors, les indicateurs que vous voyez ici sont les 12 indicateurs qui ont un titre en langage clair qui a été avalisé par le public. Parce qu'on veut pouvoir faire des comptes rendus au public qui soient intelligibles. Alors, très brièvement, je vais parler des 3 premiers indicateurs qui seront publiés en mai 2019. 2 sont en santé mentale et toxicomanie. Le premier donne une indication de l'accès des Canadiens à l'information dont ils ont besoin et l'aide dont ils ont besoin pour prévenir ou gérer l'utilisation problématique de substances. On peut parler de substances d'ordonnance, de drogues illicites ou licites et d'alcool. Le prochain indicateur de santé mentale et toxicomanie concerne la fréquence des visites aux services d'urgence et aux services ambulatoires d'urgence, car on estime que les gens n'obtiennent pas forcément les soins dont ils ont besoin dans la communauté. Il existe également un indicateur pour les services à domicile et communautaires, et celui-ci est fondé sur le fait que les temps d'attente sont très importants pour le public canadien et pour les gestionnaires du système d'ailleurs. Et l'indicateur de 2019 pour les soins à domicile et de proximité examine les délais d'attente pour les gens qui sont en attente d'un congé hospitalier. Et plus tard, en 2021, on examinera de nouveau ces soins où on parlera des délais d'attente pour les gens qui vivent à domicile.
Alors ici, on vous a donné quand même beaucoup d'informations sur la genèse des indicateurs. Comme je disais, on aura une première publication en mai cette année, le 30 mai. Et chaque année, nous ajouterons 3 nouveaux indicateurs. Donc d'ici 2022, les 12 indicateurs feront l'objet d'une communication annuelle. Il y a 2 moyens par lesquels l'information sera rendue publique. Entre autres, par un outil web interactif qui se concentre plutôt sur un public général, un grand public. Il y aura des résultats par rapport aux indicateurs avec des infographiques stimulants. Il y aura aussi un autre document qu'on appelle le rapport complémentaire et celui-ci se concentre sur les ministères représentants du secteur ainsi que des citoyens qui s'intéressent à l'indicateur et qui cherchent davantage de détails. Alors, le genre d'informations qui se trouvent dans ce rapport concerne les sources de données, la disponibilité, la définition, des conseils sur l'interprétation, ce qu'il faut et ne faut pas faire avec les indicateurs et quelques détails supplémentaires sur les constatations. Alors, nous nous réjouissons de publier les résultats du premier indicateur le 30 mai. Et histoire de vous rassurer, on travaille très fort aux autres indicateurs et on se réjouit de faire des comptes rendus selon le calendrier. Sur ce, je vous cède la parole, Jennifer. Jennifer Zelmer. Merci, Kathleen. Alors, passons à la diapositive suivante. Tandis que nous faisons la transition, je voulais vous dire que au mois de mai, vous pourrez tirer parti de l'excellent travail réalisé par les CIS. Et dans les autres domaines d'indicateurs, vous pourrez participer au défi. Nous allons vous demander de nous dire comment vous définissez les mesures dont vous servez. Et ce sera une source d'information pour nous tous. C'est-à-dire que nous apprendrons comment ces indicateurs sont mesurés et comment on peut en faire le suivi. Alors, nous allons maintenant entendre Michel Rodrigue. Merci, Jennifer. Donc, nous nous sommes efforcés de repérer quelques domaines qui permettraient de faire des progrès décisifs en faveur de la santé mentale et du bien-être, qui sont les priorités de la CSMC. Nous nous sommes efforcés de les relier aux indicateurs proprement dits. Alors, je vais commencer par les temps d'attente pour les services communautaires de santé mentale. Il y a un domaine dans lequel les services peuvent être améliorés, et cela consisterait à renforcer le continuum des services communautaires. Ceci pourrait inclure l'exploration d'applications supplémentaires des approches de soins par étapes, c'est-à-dire en dispensant le niveau de service approprié au moment et dans le lieu où leurs bénéficiaires en ont besoin. Il s'agit également de tirer parti du corpus en pleine expansion des services de santé mentale informatisés, notamment des programmes basés sur le web. Il y a aussi tout le secteur de l'intelligence artificielle qui est très prometteur lorsqu'il s'agit d'accélérer la prestation de services ou même de proposer de nouveaux services. S'agissant des personnes atteintes de maladies mentales graves, il est nécessaire de continuer d'innover pour proposer des approches nouvelles afin de mieux répondre à leurs besoins et de mieux soutenir leurs aidants et leurs proches. Il est nécessaire également d'assurer une meilleure intégration avec les soins de santé primaires, notamment dans le cadre de soins de qualité axés sur la collaboration. Enfin, dans ce domaine, nous devons répondre à la diversité de la population canadienne en favorisant des applications qui présentent une sécurité culturelle ainsi que des services dont la prestation est appropriée pour les populations immigrées, racialisées, ethnoculturelles et réfugiées. En ce qui concerne le dépistage et l'intervention précoce pour les personnes âgées de 10 à 25 ans, des services intégrés pour les jeunes représentent une innovation formidable. Beaucoup de provinces et de territoires font un excellent travail en la matière. Il y a encore beaucoup de potentiel d'innovation dans ce domaine. En ce qui concerne l'amélioration des transitions
entre la période difficile que représente l'adolescence et l'âge adulte, c'est là que le système présente parfois des lacunes qu'il nous incombe de combler. Bien sûr, la santé mentale informatisée représente une excellente façon de rejoindre ce groupe de jeunes. Et puis enfin, ces jeunes sont très souvent faciles à rejoindre dans le secteur postsecondaire. C'est la toute première fois qu'ils ont quitté le foyer familial. Bien souvent, c'est là qu'apparaissent les maladies mentales. Le suicide est la deuxième cause de décès pour les jeunes après les accidents de la route. Il existe donc un fort potentiel d'innovation dans ce domaine. Comment naviguer dans le système de santé mentale? Encore une fois, des approches de santé mentale informatisées pourraient représenter des solutions, des choix par étapes, c'est-à-dire proposer les systèmes appropriés dans le lieu et au moment où l'on en a besoin, les approches de soins axées sur la collaboration, j'en ai déjà parlé, et la participation des aidants et le soutien aux aidants. En ce qui concerne les visites répétées aux services d'urgence, il conviendrait peut-être d'explorer des innovations en matière de psychothérapie brève qui sont offertes sur le champ, encore une fois, les soins par étapes, les soins axés sur la collaboration, et puis les services communautaires pour les aînés, qui pourraient être liés aux soins à domicile. En ce qui concerne les visites à l'hôpital pour usage de substances psychoactives, il est nécessaire de décloisonner tout ce secteur des soins, de le désenclaver en intégrant les services communautaires de santé mentale et de toxicomanie et en concentrant nos efforts sur la réduction des méfaits. Enfin, l'automutilation et les suicides. Il s'agirait d'explorer les innovations en matière d'approche communautaire de prévention du suicide. Nous savons, d'après les études qui ont déjà été réalisées, qu'il est possible de prévenir le suicide et que la communauté peut jouer un rôle de premier plan. Il s'agit également de proposer aux prestataires de soins de santé des soutiens et des outils innovants. Les prestataires de soins de santé nous ont dit qu'ils sont souvent mal à l'aise lorsqu'il s'agit d'aborder cette question face à leurs patients et qu'ils ont besoin de soutien pour savoir quoi faire si quelqu'un divulgue ses idéations suicidaires. Alors, voici quelques-uns des domaines potentiels dans lesquels des innovations pourraient permettre de progresser face aux indicateurs partagés. Jennifer, merci beaucoup, Michel Audet. Alors, si vous avez des questions à l'intention de nos intervenants, veuillez les saisir dans la boîte de dialogue et nous avons prévu du temps à la fin pour faire le suivi. Mais nous allons à présent donner la parole à Glenn Brimacombe, le Centre canadien sur les dépendances et l'usage des substances. Glenn Brimacombe. Merci beaucoup, Jennifer, et bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être parmi vous. Avant d'entamer mon intervention, je voudrais féliciter le personnel de la FCASS qui a non seulement organisé cet événement, mais qui a retouché ma photo de façon très flatteuse. Ça fait au moins 10 ans que je n'ai pas paru si beau. Alors donc, le Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances est ravi d'être représenté au sein du défi de la FCASS. Comme on l'a déjà dit, le Canada est bien connu pour la multiplication, le foisonnement des projets pilotes. Bien souvent, ces projets pilotes ne débouchent pas sur la mise à l'échelle et la diffusion des solutions qui sont trouvées, et celles-ci, quoiqu'excellentes, se retrouvent confinées dans des régions ou des milieux bien définis. Au fil des années, je me suis efforcé de participer à des initiatives pour traduire l'innovation en action. Je songe au rapport de 2014 du Conseil de la Fédération et aussi du rapport Naylor de 2015 qui visait à déchaîner l'innovation. Et dans les deux cas, les auteurs des rapports soulignaient l'importance de la diffusion, de la montée en échelle et de l'introduction et de la gestion beaucoup plus efficace du changement. Alors, quand je songe à cette initiative qui développe deux autres initiatives provinciales, territoriales et dans une certaine mesure fédérale, il importe
de faire beaucoup plus pour réaliser la quadrature du cercle de l'innovation au Canada. La FCISS et de nombreux autres partenaires qui sont en ligne aujourd'hui se sont engagés envers cet objectif et le Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances également. Il faut s'attacher tout d'abord aux stratégies pérennes. C'est la manière dont nous allons pouvoir changer la manière dont nous organisons, finançons et gérons la prestation des services de santé au Canada. Alors, pour commenter mon unique diapositive qui évoque les occasions de faire bouger les choses en matière d'indicateurs d'accès liés à l'usage de substances psychoactives et à la toxicomanie. Bon, cela va sans dire, mais cela va encore mieux en le disant. On ne peut pas gérer ce que l'on ne peut pas mesurer ou surveiller. Et dans le contexte de la santé mentale, et en particulier l'usage des substances psychoactives, c'est essentiel, comme Kathleen Morris l'a dit. C'est un processus que nous soutenons pleinement. Également les questions que Michel Rodrigue a évoquées sur l'identification et le développement d'indicateurs reliés aux problèmes en matière de santé mentale et de toxicomanie sur toute la gamme des modalités de collaboration. Notre secteur n'est pas parvenu au même degré de maturité que celui des soins actifs. Alors nous accueillons avec beaucoup d'intérêt les possibilités de mettre au point un ensemble national d'indicateurs beaucoup plus complet en ce qui concerne les substances psychoactives et la toxicomanie. Généralement parlant, les questions d'accès représentent un problème important en ce qui concerne les substances psychoactives et la toxicomanie. Un exemple, je songe à 3 domaines particuliers lorsqu'il s'agit d'accès. Par exemple, la réduction des méfaits, les services de réduction des méfaits, l'accès aux médecins de famille et aux autres fournisseurs de soins primaires, et puis l'accès aux services de traitement en hospitalisation plus spécialisés. Dans les tranchées, lorsque nous parlons aux personnes qui ont le vécu, qui vivent la réalité, ainsi qu'aux autorités de santé régionales et aux gouvernements provinciaux et territoriaux, nous constatons que le problème de retard d'accès sont très très réels et ont des conséquences très très réelles. Il y a des problèmes horizontaux, des défis horizontaux quant à l'amélioration de l'accès aux services à chaque niveau que je viens d'évoquer. Il existe également d'autres problèmes qui ont trait à la manière dont nous pouvons intégrer les soins à chaque niveau. Et c'est cela que j'appelle les indicateurs verticaux. Conceptuellement, c'est analogue à la notion de prestation intégrée de service. Donc, si l'on veut se faire une idée plus complète des indicateurs d'accès, nous pensons, le CCDUS pense que nous devons nous faire une meilleure idée de l'ensemble du système et des liens qui relient ces différentes parties. Nous avons travaillé avec la Commission de la santé mentale du Canada pour organiser un atelier le mois dernier sur l'importance d'élaborer un ensemble pan-canadien, un cadre pan-canadien en fait d'indicateurs d'accès sur les substances psychoactives et la toxicomanie, et de repérer un ensemble plus vaste d'indicateurs de rendement qui permettent d'éclairer non seulement les problèmes d'accès aux soins, mais qui revêtent une importance s'étendant à l'ensemble du système. Il importe de noter que ce processus commence à peine. Nous en sommes à déterminer les prochaines étapes et vous allez recevoir davantage de nouvelles d'ici quelques semaines. Le financement durable des programmes, je ne m'y attarderai pas, sauf pour dire qu'il s'agit d'un facteur critique de succès pour faciliter le changement et pour le pérenniser. Il ne s'agit pas d'une fin, mais d'un moyen, mais un moyen essentiel. Et le dernier point que je voudrais évoquer, c'est la différence entre le processus décisionnel fondé sur les données probantes et le processus décisionnel fondé sur l'évaluation. Il y a une différence. Et cela revient non seulement au rôle du CCDUS comme plaque tournante de connaissances, mais également au rôle des organisations avec lesquelles nous travaillons. L'évaluation joue un rôle vital dans la prise de bonnes décisions. Comme je l'ai dit depuis bien des années, la recherche, c'est l'oxygène qui permet à un système basé sur les données probantes de respirer. Pour conclure, le CCDUS est ravi de participer à ce projet. Entre parenthèses, lorsqu'il s'agit d'innovation, certains d'entre vous savent que notre conférence biennale a lieu cette année, un peu plus tard cette année, enfin en novembre à Ottawa, et l'un des thèmes très importants reliés aux substances psychoactives et la toxicomanie qui seront abordés, c'est celui des liens entre l'innovation, l'accès et la qualité. J'espère que vous y viendrez nombreux. Encore une fois, merci de nous avoir invités.
Jennifer Zellmer. Merci beaucoup, Glenn Brimacombe, d'être venu nous parler, de nous avoir communiqué vos idées. Nous avons commencé par entendre Angela Morin parler de son vécu en matière de soins à domicile. Donc, Nadine Henningsen, à vous la parole pour boucler la boucle. Je suis ravi de donner la parole à Nadine Henningsen, présidente directrice générale de l'Association canadienne de soins et services à domicile. Nadine Henningsen. Eh bien, merci beaucoup. Jennifer Zellmer, je vais m'efforcer de boucler, comme vous le dites, la boucle. Je voudrais commencer par me faire l'écho de ce que vient de dire Glenn Brimacombe. L'Association canadienne des soins et services à domicile est ravie de participer à ce processus. Il y a une constatation que nous faisons en tant qu'association pan-canadienne, quand nous parlons à nos parties prenantes partout au pays. Oui, on nous parle de défis, mais on fait état d'une multiplicité de pratiques prometteuses. Et nous pensons que l'innovation, l'initiative stimuleront la collaboration et accéléreront la mise en œuvre des possibilités que recèlent les soins à domicile. C'est formidable de voir un aussi grand nombre de collègues et d'organismes qui participent à cet appel d'information aujourd'hui. Alors, comme Kathleen Morris l'a dit, elle nous a donné une idée générale du travail accompli par l'ICIS en matière d'indicateurs nationaux. Moi, je voudrais peut-être prendre un peu de recul et évoquer quelques défis et quelques lacunes qu'il serait formidable de respectivement relever et combler grâce à ce défi d'innovation. Alors, nous pensons que l'identification de ces pratiques prometteuses dans les domaines que je vais citer cet après-midi permettront de parvenir aux résultats que l'ICIS cherche avec tant d'énergie à atteindre au fur et à mesure de la mise en œuvre des indicateurs nationaux. Donc, cette diapositive reprend les thèmes évoqués par Kathleen Morris, les priorités partagées en santé et l'objectif des priorités partagées en santé. Et c'est vraiment là la pierre angulaire de nos initiatives en matière de soins communautaires. Nous savons que cela fédère les ententes bilatérales dont la toute dernière et la plus récente est en cours de signature entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Manitoba. Je vous les en félicite d'ailleurs, mais ça joue vraiment, dis-je, un rôle fédérateur au niveau des stratégies, du financement, des orientations des soins à domicile partout au pays. Et donc, il y a 4 grands domaines qui sont vraiment vitaux dans les mesures prises par les provinces et territoires. Je voudrais relever rapidement les défis qui surgissent dans chacun de ces domaines que nous avons constatés et j'espère qu'au fur et à mesure de notre collaboration dans le cadre de ce défi innovation, nous pourrons, je l'espère, identifier quelques pratiques innovantes qui permettront de combler ces lacunes. Alors, voici une liste qui est loin d'être exhaustive, mais plusieurs des projets sur lesquels nous avons travaillé avec un certain nombre de collègues, dont plusieurs sont présents aujourd'hui, le Collège des médecins de famille du Canada, l'Association médicale canadienne, porte sur le défi de l'intégration des soins à domicile et des soins primaires. Si on envisage cet objectif général, on constatera que certains des défis que l'on constate partout au pays, et je pense que les personnes qui participent à cet appel les reconnaîtront, c'est d'abord l'harmonisation. Comment veillons-nous à mettre en œuvre des systèmes qui permettent aux gestionnaires de cas de soins à domicile ou aux coordonnateurs de soins de collaborer, de communiquer même avec les équipes de soins de santé primaire. Il faut qu'il y ait des mécanismes de communication, il faut que chacun sache qui sont ses interlocuteurs, il faut que les décisions soient prises de manière partagée. Voilà un domaine dans lequel il serait absolument extraordinaire de pouvoir mettre en œuvre des innovations pour faire bouger les choses. Je remarque que dans la boîte de dialogue, il y a un collègue de Colombie-Britannique qui travaille sur la gestion de maladies chroniques et nous avons constaté qu'il s'agit d'intégrer les soins à domicile et les soins de santé primaire. C'est l'inclusion des soins à domicile, de la prise en charge, de l'autoprise en charge, du repérage précoce dans les stratégies de gestion des maladies chroniques et les différents itinéraires cliniques. Ça, ce serait vraiment un domaine où il serait extraordinaire d'avoir des innovations. Et enfin, un dernier point qui se situe au cœur de l'intégration et de l'harmonisation, ce sont les partenariats. Que font les provinces, les territoires, les organisations pour mettre en œuvre des modèles de soins par équipe? Il y en a un qui nous emballe, c'est la modernisation des centres de médecine de famille qui vient d'être lancé par le Collège des médecins de famille du Canada. Nous savons qu'il a été très très bien accueilli dans plusieurs provinces et territoires. Alors, vers quoi ce mouvement en faveur des centres de médecine de famille mène-t-il? Si nous pouvions
mettre en œuvre des innovations dans ces trois domaines de la première priorité, soins à domicile et soins de santé primaire intégrés et connectés, nous pourrions procurer au système, aux patients et à leurs aidants d'énormes avantages. Alors, la deuxième priorité est celle des soins palliatifs à domicile. Nous avons eu beaucoup de chance, car en tant qu'association nationale, nous en sommes à la deuxième année d'un projet financé par Santé Canada qui porte sur les lacunes et les défis dans le domaine des soins palliatifs à domicile. Nous venons d'achever une consultation nationale qui vise à repérer les lacunes, les principales lacunes qui existent un peu partout au pays. Nous espérons pouvoir mettre en œuvre des innovations dans ces trois domaines. La première lacune, la communication. Quel genre de stratégies sont utilisées ou ont permis avec succès de rejoindre, de mobiliser l'ensemble de l'équipe de soins de santé pour les patients qui choisissent de finir leur vie à domicile. Les patients et les aidants jouent un rôle critique et doivent absolument être mobilisés, mais aussi il y a des stratégies de communication qui permettent de rejoindre de nouveaux membres de l'équipe, le personnel paramédical ou les équipes de soins dans différents milieux. Parfois, un patient doit s'installer dans un hospice alors qu'il était à domicile ou encore dans un foyer de soins de longue durée une fois qu'il a reçu un diagnostic qui justifie des soins palliatifs. Donc comment pouvons-nous innover afin de favoriser cette communication? Ensuite, la prise de décision commune, ça c'est vraiment un domaine très très fécond. Il se passe beaucoup de choses d'ailleurs pour encourager les Canadiens à prévoir davantage par écrit leurs décisions. Il s'agit de nous demander, est-ce qu'il y a des innovations, des pratiques exemplaires qui mobilisent les différentes personnes intéressées, non seulement pour documenter leur plan, mais encore pour faire en sorte que le personnel soignant utilise ces soins, tiennent compte de ces soins. Ça, c'est essentiel pour la prise de décision commune. Comment ces plans préalables de soins sont-ils utilisés pour éclairer la prise de décision en matière de soins? Donc ça, c'est vraiment un domaine que nous espérons explorer dans le cadre du défi innovation. Et puis enfin, mais non des moindres, ce qui concerne les soins palliatifs à domicile, il y a un énorme défi que nous avons identifié qui nous a un peu étonnés. Ce sont les médicaments et fournitures. Il ne s'agit pas simplement de les obtenir, mais encore de les gérer à la maison, afin que les médicaments ne soient pas perdus ou égarés. Il y a un domaine que nous avons remarqué en parlant aux aidants, après le décès du patient, comment se débarrasser des fournitures et des médicaments? Y a-t-il d'innovation? Y a-t-il de bonnes idées qui sont à l'essai un peu partout au pays pour aider les aidants à se débarrasser de médicaments qui sont parfois puissants et toxiques après le décès du patient? Donc, trois domaines clés qui, je l'espère, pourront susciter des idées de la part d'organismes qui mettraient en œuvre des innovations en matière de soins palliatifs à domicile. Et puis, la priorité en ce qui concerne le soutien aux aidants, je n'ai pas besoin de réitérer l'importance des aidants parce que tout le monde connaît l'importance du rôle des aidants, mais il y a trois domaines clés dans lesquels nous constatons qu'il y a d'importantes lacunes. Il y a tout d'abord la reconnaissance des aidants. Alors cela commence par une évaluation. Il s'agit de déterminer que les aidants font partie de l'équipe de soins, mais encore reconnaître qu'ils ont des besoins uniques en leur genre. Il s'agit également de déterminer quelle est l'expertise qu'ils peuvent apporter en tant que partenaires dans les soins. Il s'agit donc de la compréhension et de la reconnaissance des besoins, et ce, afin de bénéficier de leur expertise. Comme Angela Morin le dit, les aidants savent beaucoup de choses et nous profiterions beaucoup de ces connaissances, de ces savoirs au niveau du système, mais aussi au niveau des résultats pour les patients. Il faut également, si nous demandons aux aidants de participer aux soins à domicile et communautaires, il est très important de protéger leur santé et leur bien-être. Existe-t-il des programmes de répit? Existe-t-il des programmes qui présentent la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins des aidants? Est-ce qu'il y a des moyens de mettre des aidants en rapport dans le cadre de groupes de soutien, voire de solutions techniques? Il y a des initiatives en ce genre, des initiatives très originales un peu partout au pays. Et puis enfin, les aidants nous disent que l'une des grandes lacunes
qu'ils voudraient combler, c'est l'information. Si seulement, nous disent-ils, si seulement j'avais l'information dont j'ai besoin. Comment proposons-nous l'accès à l'information? Comment développons-nous des systèmes et des informations qui font que lorsque les aidants reçoivent l'information, ils savent ce qu'ils doivent en faire. Et puis, renforcer les capacités communautaires. Michael a dit dans ces domaines clés la nécessité donc de développer les capacités, de renforcer les capacités, nous le constatons également. Et puis enfin, dernière liste de défis qui, je l'espère, susciteront des innovations. C'est assez intéressant parce que c'est en fait un domaine qui sous-tend les trois premières priorités que j'ai évoquées, c'est la connectivité numérique et la possibilité de surveillance à distance. Comment pouvons-nous tirer parti de la technologie pour réaliser les résultats que l'ICIS cherche à atteindre et sur lesquels l'Institut que l'ICIS cherche à mesurer grâce aux indicateurs qu'ils mettent au point. Donc, comment les fournisseurs de soins, comment les organisations peuvent-ils se tenir au courant des innovations, des technologies émergentes? Comment peut-on évaluer ces technologies avant d'y investir, d'investir dans leur diffusion, leur mise à l'échelle? L'un des intervenants précédents disait que nous sommes un pays de projets pilotes. Comment donc mettre en œuvre des solutions, des méthodes rigoureuses d'évaluation de technologies? Est-ce qu'il existe des stratégies intéressantes de mise en œuvre, des cadres d'évaluation des nouvelles technologies qui permettent de favoriser la diffusion et la mise à l'échelle? Et puis enfin, et Glenn Brimaco en a parlé, comment pérenniser la technologie afin de ne pas les mettre à la disposition d'un petit groupe de patients seulement et pendant une période limitée, mais plutôt les mettre à la portée de tous et partout, tout en nous assurant que ces technologies sont réellement utiles, et non seulement utiles, mais faciles d'utilisation pour les patients et les aidants. Alors, j'espère vous avoir inspiré un petit peu. Jennifer Zelmer, je dirais encore une fois que l'Association canadienne des services de santé à domicile est vraiment, vraiment emballée de participer à ce projet. Et les innovations qui ne sont pas financées dans le cadre du défi, nous aimerions quand même beaucoup en avoir connaissance et tâcher de les diffuser, même si elles ne sont pas financées dans le cadre de l'initiative. Jennifer Zelmer. Merci beaucoup, Nadine Henningsen. Merci à tous nos invités, tous nos partenaires. Vous avez, je n'en doute pas, suscité toutes sortes de bonnes idées sur les occasions à saisir pour améliorer les soins. Nous voulons apprendre à votre contact, à tous. Nous voulons apprendre quelles sont les approches qui sont prometteuses. Si vous avez des questions, vous pouvez les saisir dans la boîte de dialogue. Nous allons répondre à celles qui nous sont déjà parvenues. Nous allons afficher une adresse courriel à laquelle vous pouvez nous écrire pour assurer un suivi. Première question posée par Katharina. Si vous participez à un programme collaboratif existant d'amélioration de la qualité, pouvez-vous toujours participer à ce défi? Réponse oui, absolument, tout à fait. Nous voulons tirer parti de vos expériences et nous voulons vous inclure. La seule mise en garde, c'est que nous ne sommes pas autorisés à ristourner de l'argent au gouvernement fédéral. Si, par exemple, le ministère de la Défense nationale nous écoute, il y a un ou deux ministères fédéraux qui participent à des projets collaboratifs. Nous voulons tirer parti de vos expériences, mais malheureusement, nous ne pouvons pas vous financer. Nous ne pouvons que vous féliciter. Une autre question. Les indicateurs au niveau de la navigation réussie des services de santé mentale et de toxicomanie. Il est question donc de l'intégration de la gestion des maladies chroniques. On propose donc d'examiner les indicateurs des soins de santé et communautaires quant aux durées de séjour pour les patients nécessitant des soins à domicile ou pour l'aiguillage vers les services à domicile. Ces indicateurs pourraient être pertinents et pourraient justifier un suivi, propose-t-on. Et bien sûr, vous participez donc au programme RACE. Nous espérons que vous allez participer au défi qui est proposé aux équipes qui travaillent en matière de médecine connectée. J'ajouterai que vous ne pouvez pas compter le même patient deux fois dans deux catégories du défi. Alors, une ou deux questions rapides.
la méthodologie et les lignes directives pour les indicateurs. Je vais laisser Kathleen en parler dans un instant, expliquer comment l'ICIS prévoit diffuser l'information au mois de mai et pour les vagues suivantes d'indicateurs. Il existe d'ores et déjà des informations dans la documentation à l'intention des équipes. Pour le défi, nous allons surtout étudier les changements au fil du temps. Donc, nous demandons aux équipes de faire preuve d'uniformité dans leurs méthodes de mesure au fil du temps. Il s'agit donc de permettre les comparaisons chronologiques, d'abord et avant tout. Mais Kathleen, pourriez-vous nous dire comment vous allez communiquer l'information au mois de mai et plus tard? Kathleen Morris. Bon, le rapport d'accompagnement réunira dans une seule page, sur une seule page, les critères généraux de mesure pour chaque indicateur, ainsi que les sources de données, les définitions, les critères d'inclusion et d'exclusion pour chaque indicateur, et un résumé de la justification. Si vous voulez les grandes lignes, ce sera là. Si vous voulez un complément d'information, nous, on aime ça, les gens qui veulent un complément d'information. Envoyez un courriel à sharedhealthpriorities@icis.ca, sharedhealthpriorities@kihi.ca. Expliquez en détail ce que vous recherchez. Nous serons plus qu'heureux de vous répondre. Jennifer Zellman, merci beaucoup, Kathleen Morris. On nous pose une question sur l'âge, le groupe d'âge pour l'identification précoce. L'identification précoce, c'est spécifique aux jeunes âgés de 10 à 25 ans. Mais si vous avez affaire à un groupe d'âge différent, vous pourriez envisager d'autres indicateurs, comme par exemple la navigation réussie des services de santé mentale ou le délai d'attente pour les services de santé mentale communautaires. Donc, selon la nature exacte de votre intervention, ces éléments pourraient être applicables. Et puis, donc, on a parlé du défi Momentum, mais je voudrais ajouter quelques mots là-dessus. Donc, le défi Momentum s'adresse aux équipes qui viennent de terminer ou qui achèvent leur participation à un des 3 projets collaboratifs d'amélioration de la santé de la CSS sur la MPOC, sur la médecine connectée ou sur l'utilisation appropriée des antipsychotiques au Nouveau-Brunswick. Alors, nous vous invitons à vous joindre à nous dans le cadre d'un défi de 12 mois. Pour les équipes Momentum vont étudier aussi bien le nombre de personnes qu'elles rejoignent, ce sont des mesures semblables à celles dont vous avez fait le suivi dans le cadre des projets collaboratifs d'amélioration de la qualité, et il y aura également un sous-ensemble des mesures dont vous avez fait le suivi. Bon, nous vous encourageons à continuer de faire le suivi de l'ensemble des indicateurs, mais pour le défi, nous avons réduit la liste. Nous nous efforçons, aussi bien dans le cadre du défi Momentum que dans le cadre du partenariat avec l'ICIS, nous nous efforçons, de pouvoir faire fond sur des mécanismes actuels de collecte de données afin de vous permettre de profiter des travaux que vous avez déjà accomplis. Dans le défi Momentum, si vous revenez aux diapositives sur les délais, vous verrez qu'il y a une série de webinaires et d'autres soutiens qu'il est prévu de proposer qui se porteront spécifiquement sur la réussite à long terme, la mise à l'échelle et la pérennité. Nous nous concentrons sur les questions qui sont les plus pertinentes, car les équipes qui achèvent la participation à ces projets collaboratifs nous disent « Bon, c'est bien d'avoir fait tout ce travail, mais maintenant on veut s'assurer de pouvoir continuer à développer à faire fructifier nos efforts. » Ce sera donc le point de mire du défi Momentum. J'espère que cela vous donne une bonne idée. Si vous avez d'autres questions au sujet du défi Momentum, n'hésitez pas à contacter l'adresse courriel qui était affichée dans la boîte de dialogue ou encore vos personnes contacts ordinaires pour votre projet collaboratif d'amélioration qui font partie de notre équipe et qui pourront vous fournir les réponses dont vous avez besoin. Sur ce, je vous rappelle que cette séance a été enregistrée et sera mise à votre disposition. L'enregistrement sera mis à votre disposition. Si vous avez un ami que vous voulez convaincre de participer au défi avec vous pour déclencher le changement, vous pourrez lui proposer d'assister à de regarder l'enregistrement. Un bref sondage est actuellement affiché. Nous voulons nous assurer de tirer parti de vos expériences et de vos suggestions dans la mise au point de ce programme. Participez avec nous à ce programme visant à améliorer la santé pour tous les Canadiens de concert avec nos partenaires tendus vers un objectif commun.
merci pour votre participation à ce webinaire et j'attends avec plaisir de vous voir participer à ce défi. Bonne continuation. La téléphoniste. Votre webinaire est terminé. Merci pour votre participation. Vous pouvez à présent raccrocher.